Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes, certaines phrases, certaines rencontres surgissent dans votre vie précisément au moment où vous pensez ne pas y être préparé? Revivre sans cesse le même thème, être attiré, par le même type de personnes, la même question se poser sur vous sous différentes formes. Selon Carl Jung, il ne s'agit pas d'une coïncidence. C'est un signe conscient que la vie vous envoie. Et maintenant, la question troublante que je dois poser est la suivante. Et si ce que vous vivez à l'extérieur était l'écho d'une vérité que vous avez longtemps ignorée en vous? Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi la réalité extérieure ne change pas sans que votre monde intérieur ne change, et pourquoi la synchronicité émerge précisément à ces moments-là. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, il ne s'agit peut-être pas d'une coïncidence. À certains moments de la vie, un sentiment étrange nous envahit. Une rencontre a lieu, puis vous entendez une phrase, puis vous vous retrouvez confronté, au même thème, dans un contexte complètement différent. Le timing est bizarre, la logique est mise à mal. À ce stade, on a souvent tendance à n'utiliser qu'un seul mot, coïncidence, car coïncidence signifie ne pas réfléchir. Cela signifie ne pas établir de lien, ne pas approfondir, se décharger de toute responsabilité. Carl Jung marque une pause à ce stade et se demande intérieurement « Vraiment ?» Selon Jung, les humains qualifient de coïncidence tout ce qu'ils ne comprennent pas. C'est ainsi que l'esprit se protège, car la recherche de sens oblige à l'introspection. Et l'introspection n'est pas toujours confortable. Lorsque Jung introduit le concept de synchronicité, il ne décrit pas un miracle caché de l'univers. Au contraire, il souligne la profonde harmonie entre le monde intérieur de l'être humain et la réalité extérieure. L'esprit, en quête de causalité, cherche à établir des relations de cause à effet entre les événements. La synchronicité, en revanche, établit une relation de sens. Il n'y a pas de lien physique entre deux événements, mais il existe un écho psychologique. Et cet écho trouve un écho dans le monde intérieur de la personne. Jung dit « Certains événements ne sont pas causaux, mais ils sont porteurs de sens. Ce sens est le langage de l'inconscient. Une personne porte inconsciemment un thème, une peur refoulée, un conflit non résolu, un désir inassouvi. Ce thème existe silencieusement dans le monde intérieur. Le monde extérieur, cependant, prépare les scènes qui le rendent visible. Rencontrer le même type de personne, entendre des phrases similaires, se retrouver dans des situations récurrentes. Ces rencontres ne sont pas le fruit du hasard. Selon Jung, l'inconscient aspire à se manifester. Ce qui est invisible revient sous forme d'expérience. Souvent, ces signes sont mal interprétés. On blâme autrui, le destin, les circonstances. On parle d'injustice, de malchance. Mais pour Jung, le véritable problème ne réside pas dans les conditions extérieures, mais dans l'incapacité à reconnaître l'ordre intérieur. La synchronicité ne surgit pas pour punir. Elle avertit. Elle cherche à attirer l'attention. Elle dit « Il y a quelque chose ici. Il y a un point que tu dois voir. » C'est pourquoi les moments de synchronicité sont souvent chargés d'émotions. Ils bouleversent, font réfléchir, perturbent parfois, car ils appellent non pas à la zone de confort, mais à celle de la conscience. Pour Jung, ces moments sont les portes d'entrée du processus d'individuation. Si une personne refuse de franchir cette porte, elle y est ramenée sans cesse. La vie se répète. Le scénario change, mais le thème demeure le même. Ce que l'on appelle coïncidence n'est souvent qu'un mot pour masquer cette répétition. C'est une manière élégante d'échapper au sens. Selon Jung, la véritable question est « Que cherche à me dire cet événement ?» Tant que cette question n'est pas posée, le monde extérieur continue de parler, utilisant le même langage, les mêmes symboles, les mêmes échos. La synchronicité est la boussole intérieure de l'homme. Elle surgit lorsqu'il est perdu, lorsqu'on s'égare. Et chaque fois, elle pointe vers le même endroit, l'intérieur. À ce moment précis, une vérité troublante se révèle à la plupart des gens. La synchronicité est incontrôlable. On ne peut la planifier, ni la forcer. C'est une situation difficile à accepter pour l'ego humain, car il veut croire qu'il maîtrise sa vie. Il croit que tout est façonné par ses propres décisions. Selon Jung, il s'agit là d'une illusion de contrôle. Le contrôle absolu est impossible à l'extérieur lorsqu'il existe des processus imperceptibles à l'intérieur. Les événements synchrones brisent précisément cette illusion. Ils portent le message « Les choses ne fonctionnent pas comme vous le croyez ». C'est pourquoi certaines rencontres perturbent l'équilibre d'une personne, car l'ordre établi par l'esprit se heurte à la réalité intérieure. La synchronicité est souvent silencieuse. Elle ne se manifeste pas sous forme de grands événements. Parfois, elle apparaît comme une petite phrase, parfois un regard, parfois une page de livre ouverte au hasard.
Si l'on ne remarque pas ces moments, la vie se fait entendre un peu plus fort. Le même message se répète sous différentes formes. Selon Jung, ces répétitions ne sont pas une punition du destin. On perçoit souvent le monde extérieur comme statique, et soi-même comme un être en constante adaptation. Il y a des circonstances, des personnes, des événements, et l'individu cherche à s'y adapter. Carl Jung soutient que cette perspective est incomplète. Selon lui, l'être humain ne subit pas passivement le monde extérieur. Il le perçoit constamment en le filtrant à travers son monde intérieur. Autrement dit, ce qui est vécu n'est pas simplement ce qui se passe à l'extérieur. C'est la forme que prend l'ordre intérieur à l'extérieur. Quelles que soient les émotions dominantes dans le monde intérieur, quelles que soient les pensées qui s'y sont enracinées, quels que soient les conflits non résolus, la réalité extérieure se façonne en conséquence. Selon Jung, les événements auxquels une personne est confrontée sont souvent le reflet de son état intérieur. Par conséquent, une même personne peut vivre un même événement de manière totalement différente selon les moments. Ce qui change, ce n'est pas l'événement, mais l'état intérieur de la personne. Cette relation entre le monde intérieur et la réalité extérieure est comme un pont invisible. Elle n'est pas physique, elle ne peut être mesurée ni prouvée, mais son effet est extrêmement tangible. Une personne qui refoule sa colère perçoit le monde comme plus menaçant. Une personne nourrissant un profond sentiment d'inutilité se sent constamment rabaissée. Selon Jung, ce n'est pas un hasard. L'inconscient détermine son filtre perceptuel. La vie lui montre ce qu'elle est prête à voir. Dès lors, le monde extérieur n'est plus seulement une question de justice ou d'injustice, mais plutôt le théâtre de son ordre intérieur. Inconsciemment, la personne joue son propre rôle. Le rôle change, le contexte change, mais le récit de base demeure le même. Pour expliquer ce mécanisme, Jung met en lumière le concept de projection. Les individus projettent sur l'extérieur les aspects d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent accepter ou qu'ils refusent de reconnaître. Ils voient leur propre zone d'ombre chez autrui, confondant leur peur avec les dangers du monde. C'est pourquoi certaines personnes sont constamment attirées par les mêmes types de relations. Les mêmes déceptions, les mêmes conflits, les mêmes ruptures se répètent. La personne perçoit cela comme un jeu du monde extérieur. Selon Jung, il s'agit de la tentative du monde intérieur de se rendre visible. Ce qui reste invisible à l'intérieur est vécu à l'extérieur comme une fatalité. La synchronicité entre en jeu à ce stade, car les répétitions significatives obligent à s'arrêter et à réfléchir. La question « Pourquoi toujours cela ?» surgit. Cette question est le premier signe révélateur de l'existence du pont caché. Lorsque ce pont reste invisible, on a tendance à vouloir tout contrôler. On tente de changer les autres, de forcer les choses et de lutter contre le destin. Jung affirme que cet effort épuise. En effet, vouloir modifier le monde extérieur retarde le contact avec le monde intérieur. La réalité extérieure ne peut changer durablement sans une transformation de l'ordre intérieur. C'est pourquoi certains, malgré leurs efforts considérables, reviennent au point de départ. Ils réussissent, mais ne sont pas satisfaits. Ils nouent des relations, mais ne trouvent pas la paix. Selon Jung, cette agitation est le signe d'une disharmonie intérieure. Le pont caché alerte l'individu en rendant cette disharmonie visible. Lorsque le lien entre le monde intérieur et la réalité extérieure est reconnu, la perspective de la vie change. Le monde n'est plus perçu comme un ennemi ou un terrain d'épreuve, mais comme un système de rétroaction. Chaque événement suscite alors la question « Que m'apprend cela ?» Selon Jung, cette question marque le début du chemin vers l'individuation. La personne ne réagit plus aveuglément. Elle observe, elle cherche le sens, elle commence à reconnaître son propre ordre intérieur. À mesure que cette reconnaissance s'approfondit, les rencontres synchroniques deviennent plus compréhensibles. La vie cesse de crier, car le message a été entendu. Le pont invisible est désormais utilisé consciemment. À ce stade, une distinction importante s'impose. La relation entre le monde intérieur et la réalité extérieure n'a pas pour but de générer de la culpabilité. Jung estime qu'il n'est pas sain pour une personne de se sentir responsable de tout ce qui lui arrive. Ce dont il est question ici, c'est de prise de conscience. Une personne n'est pas la créatrice de chaque événement. Cependant, elle peut se connecter à la signification de chacun d'eux. Lorsque cette connexion est établie, les expériences ne l'accablent plus. Au contraire, elles la font mûrir. Le pont invisible n'est pas là pour accabler la personne, mais pour lui rappeler sa voie. À mesure que la personne développe cette conscience, sa relation à la vie devient plus apaisée et plus claire. La synchronicité ne doit pas être perçue comme une récompense dans ce processus. Elle est plutôt un accompagnement. Il ne s'agit pas d'un mécanisme qui applaudit lorsqu'une personne est sur la bonne voie
et la punit lorsqu'elle s'égare. Selon Jung, les synchronicités sont des sous-produits d'une transformation intérieure. Lorsqu'une personne commence à s'observer avec plus d'honnêteté, la vie lui apparaît plus transparente, parallèlement à cette honnêteté. Les rencontres prennent alors tout leur sens. Les moments qui semblaient de simples coïncidences ne suscitent plus l'étonnement, mais une profonde reconnaissance intérieure. La personne commence à percevoir le langage de la vie. Selon Carl Jung, une personne n'apparaît pas au monde telle qu'elle est réellement. Elle choisit d'abord un visage. Ce visage est façonné pour être accepté. Il est poli pour se conformer. Il est ajusté aux attentes de la société. Jung appelle ce visage la persona. La persona est essentielle à la survie. On ne peut vivre sans elle. Mais le problème commence lorsqu'on s'identifie à ce masque. Avec le temps, la personne commence à confondre le masque avec elle-même. La frontière entre le rôle et le soi s'estompe. Tandis que la véritable voix intérieure s'éteint peu à peu, l'image présentée au monde extérieur se renforce. Selon Jung, c'est précisément là que la synchronicité se rompt. À mesure que la persona se renforce, le lien avec le monde intérieur s'affaiblit. La personne se soucie davantage de ce qu'elle doit montrer que de ce qu'elle ressent. Elle pense davantage à ce que l'on attend d'elle qu'à ce qu'elle désire. Cela semble fonctionner au début. L'approbation sociale arrive, on est apprécié, on est accepté. Mais une rupture silencieuse s'amorce dans le monde intérieur. Jung considère cette rupture comme dangereuse, car l'inconscient n'accepte pas l'exclusion. Chaque part invisible, méconnue et refoulée cherche à s'échapper. La synchronicité commence alors à se dérégler. Le langage de la vie s'obscurcit. Les signes se brouillent. Les rencontres perdent leur sens. À mesure que le masque s'alourdit, le monde extérieur présente des expériences plus dures. Selon Jung, il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une quête d'équilibre. Les émotions refoulées se manifestent par des conflits extérieurs. Les faiblesses inavouées créent des ruptures dans la vie. On se retrouve constamment confronté aux mêmes problèmes. On rencontre les mêmes types de personnes. Les mêmes déceptions se répètent. Ces répétitions sont souvent interprétées comme le destin. Jung, cependant, soutient qu'elles résultent d'une disharmonie intérieure. Lorsque le personnage occulte le vrai soi, la vie utilise des symboles plus durs pour rétablir l'équilibre. Un point important, le personnage n'est pas fondamentalement mauvais. Jung ne suggère pas d'abandonner complètement le masque. L'essentiel est d'en être conscient. Lorsqu'une personne sait quel rôle elle joue, elle n'en est pas prisonnière. Mais lorsque la conscience disparaît, le personnage prend le dessus. On ne vit plus par choix, mais automatiquement, les réactions s'intensifient, les défenses se durcissent, le besoin de contrôle s'accroît. Le flux synchronisé est interrompu à ce stade, car l'harmonie entre le monde intérieur et la réalité extérieure est rompue. La vie parle, mais on devient incapable d'entendre. Selon Jung, cette distorsion se manifeste généralement à la quarantaine ou lors de périodes de bouleversements majeurs. Le succès est présent, mais sans satisfaction. Les relations persistent, mais leur profondeur s'estompe. On se sent fatigué, vide et agité. Cette agitation est souvent étouffée par un travail acharné, un contrôle accru et le port de nouveaux masques. Mais chaque nouveau masque creuse le fossé avec la voix intérieure. La synchronicité ne guide plus, elle perturbe, car le message est incompris. À ce stade, la méthode proposée par Jung exige du courage, celui de discerner le masque du soi. Lorsqu'on prend conscience du rôle que l'on joue et de son prix, les signaux synchronistiques retrouvent leur sens. Les rencontres sont plus claires, la vie semble plus cohérente, parce que le monde intérieur et la réalité extérieure se sont réalignés. Selon Jung, la synchronicité fonctionne sainement uniquement lorsque le personnage ne masque pas le vrai soi. Il n'y a pas de problème lorsque le masque est utile. Lorsque le masque domine, la vie ébranle la personne pour rétablir l'équilibre. Cet ébranlement n'est pas une menace, mais une invitation à l'intégration. Cette invitation est souvent difficile à accepter, car le masque est rassurant et familier. La personne vit avec lui depuis des années. Selon Jung, lorsque le personnage se dissout, l'individu traverse une période d'incertitude. Tandis que ce qu'il connaissait se dissipe, il ignore encore qui il deviendra. Cette période est déstabilisante. La personne se sent vulnérable, mais c'est précisément à ce moment que la synchronicité recommence à circuler, car l'inconscient commence enfin à se faire entendre. Les signes que la vie nous offre deviennent plus clairs. Des événements qui semblaient fortuits s'accordent désormais avec une vérité intérieure. À mesure que le personnage se relâche, les réactions de la personne s'apaisent. Ce qu'elle défendait instinctivement perd son sens. Le besoin de réagir à tout diminue. L'obligation de maintenir chaque rôle disparaît. Selon Jung, à ce stade,
l'individu adopte une attitude plus sereine envers le monde extérieur, car il n'a plus à justifier son existence. Dans ce calme, les synchronicités sont plus facilement perçues. La personne commence à décrypter les symboles que la vie lui offre sans les forcer. Les messages deviennent plus simples, moins brutaux. La vie n'a plus besoin de crier. C'est pourquoi la rupture des synchronicités n'est pas une fin, mais une transition. Selon Carl Jung, ce que l'on fuit est ce qui nous contrôle le plus. C'est là que commence l'ombre. L'ombre ne signifie pas être mauvais, elle signifie être refoulé. Tout ce qui n'a pas été accepté, vu ou exprimé, réside dans l'ombre. La colère, la jalousie, la peur, le désir de pouvoir, la fragilité, la faiblesse. Lorsqu'une personne ne parvient pas à concilier ces aspects avec elle-même, elle les enfouit dans l'inconscient. Selon Jung, l'inconscient n'accepte pas ce refoulement. Il aspire à être vu, à être reconnu. Se confronter à son ombre est l'épreuve la plus difficile qu'une personne puisse traverser avec elle-même, car elle perturbe le récit que l'on se raconte. La synchronicité surgit souvent par la porte de l'ombre. Une rencontre inattendue, un déclencheur intense, une colère disproportionnée ou un sentiment de malaise inexplicable. Dans ces moments-là, on a tendance à blâmer l'autre, à le percevoir comme le problème. Jung s'arrête là et affirme « Ce qui vous ébranle tant n'est pas seulement la personne en face de vous. Une part insoupçonnée de nous-mêmes s'est réveillée. L'ombre se révèle à travers une figure extérieure. C'est pourquoi certaines personnes nous perturbent inexplicablement. Certaines réactions inspirent l'admiration, d'autres la colère. Il ne s'agit pas de réactions aléatoires, ce sont des échos de l'ombre. Se confronter à son ombre est souvent douloureux, car cela nous amène à affronter une vérité déplaisante sur nous-mêmes. Selon Jung, éviter cette douleur ne fait que renforcer l'ombre. Chaque part refoulée revient de façon incontrôlable. Plus on l'ignore, plus l'ombre se manifeste par des symboles plus durs. Crises récurrentes, ruptures soudaines et pertes inattendues peuvent être des manifestations extérieures de ce processus. Jung ne considère pas ces expériences comme dénuées de sens. Au contraire, il les perçoit comme des seuils où naît le sens. Car le sens ne se forme pas dans la zone de confort, mais dans les moments de confrontation. À ce stade, une rupture significative se produit. La personne se trouve face à un dilemme. Continuer à blâmer le monde extérieur ou choisir l'introspection. Selon Jung, l'individuation commence par ce choix. Lorsqu'une personne entre consciemment en contact avec son ombre, elle cesse de se sentir fragmentée. Les distinctions entre le bien et le mal, le fort et le faible, s'estompent. Elle s'approche d'une plénitude plus authentique. Cette plénitude n'est pas la perfection morale, mais l'honnêteté psychologique. Elle apprend à exister sans nier ce qu'elle est, ni exagérer ce qu'elle n'est pas. Ce contact avec l'ombre transforme également la synchronicité. Des expériences autrefois traumatisantes deviennent instructives. La personne ne perçoit plus ces expériences comme une attaque personnelle, mais comme un message. Selon Jung, cette interprétation la renforce, car le pouvoir ne consiste pas à tout contrôler, mais à être en contact avec son fort intérieur. Une personne qui fait la paix avec son ombre devient plus résiliente face aux épreuves du monde extérieur. Elle est moins sensible, moins influençable. C'est précisément à ce moment que naît le sens. Le sens n'est pas la disparition de la douleur, mais la découverte de sa place. Selon Jung, lorsqu'une personne comprend où ses difficultés l'appellent, elle cesse de lutter contre la vie. L'ombre n'est plus un ennemi, elle devient un guide. Des événements synchrones renforcent ce guide. La vie ne présente à l'individu que ce qu'il ose affronter. Ce qui est vu devient transformable, et en reconnaissant sa propre part d'ombre, l'individu apprend à rester plus calme face à l'obscurité du monde extérieur. Ce calme est la naissance silencieuse du sens. La plus grande erreur dans ce processus est de croire que se confronter à son ombre affaiblit. Selon Jung, c'est tout le contraire. Celui qui ne reconnaît pas son ombre est fragile, car il ignore sa propre force intérieure. Chaque émotion refoulée a le potentiel d'exploser de manière incontrôlable. Celui qui entre en contact avec son ombre réduit sa tension intérieure, car il cesse de chercher à survivre en se divisant. Lorsqu'une lutte intérieure refoulée prend fin, les luttes dans le monde extérieur perdent également de leur intensité. À mesure que le contact avec l'ombre s'approfondit, l'individu développe une perspective différente sur autrui. Il perçoit désormais, avec plus de recul, les comportements qu'il jugeait auparavant sévèrement. Selon Jung, cette compréhension n'est pas une supériorité morale. Il s'agit d'une ouverture psychologique. Lorsqu'une personne reconnaît sa propre part d'ombre, elle entre moins en conflit avec celle des autres. Cela atténue les cycles conflictuels dans les relations. Selon Carl Jung,
L'individuation est le processus graduel qui consiste à acquérir le courage d'être soi-même. Il ne s'agit ni d'une technique de développement personnel, ni d'un plan pour réussir, ni d'un moyen d'améliorer son bien-être. L'individuation consiste à reconnaître et à accepter les différentes facettes de soi-même et à les rassembler en un point central. La personnalité trouve sa place, l'ombre est reconnue et une connexion s'établit avec l'inconscient. Lorsque cette connexion est établie, le monde intérieur cesse d'être fragmenté, un ordre se forme en nous. C'est précisément là que la synchronicité commence à se manifester, car la réalité extérieure ne prend tout son sens que lorsqu'un centre se forme en nous. La vie ne devient pas soudainement plus facile pour une personne en chemin vers l'individuation. Les difficultés ne disparaissent pas, la douleur n'est pas complètement effacée. Ce qui change, c'est la réaction de la personne face à ses expériences. Selon Jung, une personne individuée ne vit pas par réaction automatique. Elle observe, elle attend, elle prend conscience de ce qui s'active en elle. Cette conscience modifie également le cours des événements dans le monde extérieur. Les rencontres synchroniques sont plus fréquentes à ce stade. La personne ne force pas les coïncidences apparentes, elle les perçoit. Elle ne lutte pas contre la vie, mais instaure un dialogue. Dans ce dialogue, le besoin de contrôle diminue. Jung considère le désir de contrôler comme un signe d'insécurité intérieure. Lorsqu'une personne est en contact avec son monde intérieur, elle ne ressent pas le besoin de tout gérer. Se laisser porter par le courant n'est pas de la passivité, mais une ouverture consciente. La synchronicité émerge de cette ouverture. Arrivée au bon moment, une porte inattendue, une décision judicieuse. Ces événements ne sont pas perçus comme des miracles, mais comme des étapes en harmonie avec son ordre intérieur. La personne réalise qu'elle n'est plus contre la vie, mais qu'elle avance avec elle. À mesure que l'individuation progresse, la notion de choix s'approfondit. On ne répond pas à tous les appels, on ne saisit pas toutes les opportunités, on ne maintient pas toutes les relations. Selon Jung, cette sélectivité indique que le centre intérieur se renforce. La synchronicité agit alors comme un filtre. Ce qui entre dans la vie prend davantage de sens. Ce qui la quitte est moins douloureux, car les séparations ne sont plus vécues comme une perte personnelle. Elles sont acceptées comme une conséquence naturelle de l'harmonie. Cette acceptation préserve l'énergie intérieure. L'épuisement diminue. Le tumulte mental s'apaise. À ce stade, l'individuation cesse d'être un but et devient un mode de vie. La personne ne ressent plus le besoin de se définir constamment. Elle ne défend plus son identité. Elle ne cherche plus à justifier son rôle. Selon Jung, à ce stade, l'individu intervient moins dans sa propre existence. Son centre intérieur est silencieux, mais puissant. Les événements synchroniques sont perçus plus clairement dans ce silence. La vie s'exprime par symboles, et l'individu déchiffre ce langage sans effort, car il a appris à l'écouter. L'effet le plus frappant de l'individuation peut être que le sens de la vie cesse de dépendre des conditions extérieures. L'individu ne cherche plus de sens dans la réussite, les relations ou l'approbation. Le sens devient une vérité ressentie intérieurement. Selon Jung, cette vérité est la conscience de suivre son propre chemin. La synchronicité est l'écho de cette connaissance dans le monde extérieur. La vie ne cherche pas à entraver la progression de l'individu sur ce chemin, mais à le guider. Même lorsque l'individu s'arrête, réfléchit ou se retire, le flux se poursuit. Car l'individuation est une question d'alignement, non de vitesse. C'est pourquoi la synchronicité ne surprend pas l'individu. Elle surprend sans l'ébranler. Elle change de direction sans le déstabiliser. Selon Jung, plus une personne se rapproche de son centre intérieur, plus elle s'apaise face aux complexités du monde extérieur. La vie n'est plus un problème à résoudre, mais un texte à lire. L'individuation offre cette capacité de lecture. La synchronicité est le guide silencieux qui se glisse entre les lignes de ce texte. Selon Carl Jung, la vie ne délivre pas ses messages les plus importants à voix haute. Habitués aux avertissements, aux crises et aux événements marquants, les êtres humains négligent souvent ce qui est silencieux. La synchronicité est ainsi faite. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas. Elle se présente comme un rappel subtil, une phrase, un regard, un délai, une attente. À mesure qu'une personne progresse sur le chemin de l'individuation, elle réalise que la voix de la vie ne s'élève jamais vraiment. Seule sa capacité à entendre change. C'est précisément ce qui est silencieux, mais profond. À ce stade, on ne cherche plus de réponse péremptoire. Le besoin de résoudre le mystère du sens de la vie en une seule phrase disparaît. Pour Jung, la maturité ne consiste pas à diminuer le nombre de questions, mais à faire la paix avec elles. Les synchronicités suscitent la surprise à ce stade de maturité, mais non le chaos, car on ne ressent plus le besoin de tout expliquer.
Le sens cesse d'être un résultat forcé, il devient une vérité ressentie. La vie n'est plus vécue comme un problème à résoudre sans cesse. Cela se transforme en un texte que l'on lit, interprète et écoute. La fin silencieuse marque aussi le moment où le besoin de contrôle s'estompe. Jung soutient qu'une grande partie des difficultés que rencontre une personne face à la vie provient de son désir de contrôle. À mesure que ce besoin diminue, la confiance grandit. Cette confiance n'est pas une soumission aveugle, c'est une confiance en son fort intérieur. La personne ne croit plus que le monde extérieur la met constamment à l'épreuve. Dans cette atmosphère de confiance, les synchronicités se manifestent naturellement. Une pause au bon moment, un changement de cap inattendu, une décision différée ne sont plus perçus comme des menaces. Ils sont tous ressentis comme faisant partie d'un rythme. Celui qui ressent ce rythme ne se précipite pas. Il ne force pas le cours de sa vie. Il ne se pousse pas constamment en avant. Selon Jung, ce calme n'est pas de la passivité. C'est une conscience profonde. La personne ne vit plus par ses réactions, mais par ses choix. Elle ne frappe pas à toutes les portes. Elle ne se précipite pas à chaque appel. Cette sélectivité est le fruit naturel de l'intégrité intérieure. Les rencontres synchroniques prennent davantage de sens dans cette sélectivité. Ceux qui entrent et ceux qui sortent connaissent leur place. Les gens ne vivent pas les pertes comme des échecs personnels. Ils les acceptent comme des étapes naturelles de leur parcours. Cette fin silencieuse mais profonde transforme également le rapport que l'on entretient avec soi-même. Les monologues intérieurs s'apaisent. Les jugements sévères envers soi-même diminuent. Selon Jung, on ne peut faire la paix avec la vie sans d'abord faire la paix avec soi-même. Cette paix ne crée pas un sentiment de perfection, elle favorise le réalisme. L'individu n'ignore plus ses limites. Il apprend à accepter ses forces comme ses faiblesses. Cette capacité à les accepter le rend plus résilient face à la dureté du monde extérieur. La synchronicité est le témoin silencieux de cette résilience. L'individu sait que la vie lui parle. Il n'a pas besoin de crier pour entendre cette conversation. L'écoute suffit. Selon Jung, la véritable transformation s'opère dans le silence. La synchronicité est la trace la plus simple de cette transformation dans le monde extérieur. Et lorsqu'on apprend à suivre cette trace, la vie n'est plus vécue comme une somme de coïncidences. Elle devient un chemin tissé de sens. Elle est silencieuse, mais profonde. Dans cette profondeur, l'individu ne ressent plus le besoin de constamment faire ses preuves. Il n'a plus rien à prouver à la vie. Selon Jung, ce besoin est la trace de période où le moi n'a pas encore trouvé son centre. À mesure que ce centre intérieur se renforce, la position de l'individu se simplifie. Il parle moins, se défend moins et s'explique moins. Cette simplification réduit également la peur d'être incompris. Les rencontres synchroniques apparaissent plus clairement dans cette simplicité, car l'individu s'est retiré du tumulte qui étouffe sa propre voix. C'est aussi dans ce silence final que la patience se redéfinit. Attendre ne signifie pas rester dans le vide. Selon Jung, attendre est un état de disponibilité conscient. Dans cet état, on ne manque pas les signes que la vie nous offre. Les décisions hâtives sont remplacées par un oui ou un non intérieur. La synchronicité, dans cette clarté intérieure, devient un guide plus fiable. L'individu sait que toutes les opportunités ne lui sont pas destinées. Cette prise de conscience ne crée pas un sentiment de perte, mais au contraire, renforce son sens de l'orientation. Enfin, chacun redéfinit son rapport à la vie. Ce rapport n'est plus une relation de lutte, de fuite ou de résignation. C'est un dialogue, comme le décrivait Jung. L'individu écoute, la vie répond. La vie fait des signes, l'individu les interprète. Dans cet échange réciproque, la synchronicité n'est pas vécue comme un miracle, mais comme un état d'harmonie naturelle. La fin, silencieuse mais profonde, est précisément cela. Le sens de la vie n'a pas été trouvé, mais la vie a commencé à être vécue pleinement. Ceci conclut notre vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.